La sortie des eaux, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. On m'a appris tantôt, je crois que c'était en ces termes, que les poissons étaient sortis des eaux pour conquérir la terre ferme. Des poissons, peut-être pas. Et une conquête comme vous y allez. C'était plutôt des amphibiens, et sur le plancher des vaches, ils ne furent pas premiers. Il fallait bien qu'il y ait des petites bêtes et des plantes avant eux, car avec une pitance sur place, l'effort devient bien plus avantageux. Certains amphibiens modernes possèdent encore adultes des branchies, une particularité de poissons qu'on retrouve aussi chez leurs petits. C'est pourquoi plutôt qu'aux poissons, c'est à nos ancêtres amphibies que l'honneur revient d'avoir quitté les eaux, berceau de la vie. C'est l'heure de reprendre les découvertes dans l'ordre chronologique pour comprendre ce que la sortie des eaux cache de fantastique. L'histoire des amphibiens fossiles commence avec cette salamandre géante dès 1726. Avec un homme d'avant le déluge, on la confondit, un Homo diluvi testis. Un homme du passé? À quoi se figurait-il donc qu'il pouvait bien ressembler? Heureusement que son identification fut rapidement corrigée par le grand Georges Cuvier. Une salamandre géante, comme il en existe encore en Chine et au Japon, qu'il reconnut aisément à sa tête plate et au bout de son museau rond. Malgré son grand âge, cette espèce est de la famille des salamandres d'aujourd'hui, alors que les suivantes sont d'une famille dont nous-mêmes descendons aussi. Ils sont très semblables aux amphibiens actuels avec leur tête plate et arrondie, et leur ornementation crânienne rappelle celle des gros crapauds d'aujourd'hui. Mais ils s'en distinguent par la structure en labyrinthe de leurs dents quand on les coupe. On leur donna donc le nom de labyrinthodonte car c'est une caractéristique unique de ce groupe. La star parmi eux c'est Ichthyostega, car sa queue est plate et regardez ce qu'il y a dessus, ce sont des rayons comme sur celle d'un poisson à nageoires charnues. Vous serez tous d'accord pour dire que ce dinos est sans aucun doute un poisson. Mais que me diriez-vous si je vous montrais un poisson avec des dents de labyrinthodon? Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, voici Eusthénoptéron. Il a des nageoires, des dents labyrinthodon, et avec les amphibiens fut le premier à bâtir un pont. Comme un poisson, sa tête n'est pas plate, et il possède un opercule par-dessus les branchies, là où nous autres et les amphibiens avons des épaules qui du crâne se sont affranchies. L'opercule devenant les épaules libère notre cou, rendant notre tête amovible, ainsi que cette petite encoche, notre oreille, qui aux vibrations de l'air nous a rendus sensibles. Des milliers de ces fossiles ont été découverts, alors vous pouvez nous croire quand on vous dit qu'en cette veille de 20e siècle, tout ou presque de la sortie des eaux était déjà dit. Maintenant, regardez un peu cette nageoire caudale. Comme un trèfle, elle possède 3 pétales. Cette particularité peu banale se retrouve chez une autre espèce capitale. En 1938, des pêcheurs l'ont retrouvé au bout de la queue d'une bête emblématique. On possède beaucoup de fossiles de sélacantes, mais la Timeria, lui, est unique. On n'en connaît que des espèces actuelles, c'est pourquoi il est iconique. Et c'est aussi parce qu'il est doté d'un poumon, tout du moins une relique. Un poumon atrophié certes, mais il est recouvert de petites plaques sclérotiques, qui avec celles des poumons bien développés des sélacantes fossiles sont identiques. Ce qui nous montre que par le passé, tous les poissons à nageoires charnues devaient comme nous être capables de respirer à l'air libre, Eusthénoptéron inclus. Faisons maintenant un petit jeu. Ces espèces sont-elles des amphibiens ou des poissons? Tu vois, la règle est très simple, commençons par Eusthénoptéron. Il a des nageoires et vivait dans l'eau, donc même s'il était labyrinthodon, il n'y a pas de raison pour ne pas en faire un poisson. Et l'Ichthyostega, on a beau dire qu'il devait passer plus de temps dans l'eau que sur terre, comme les amphibiens, il avait des doigts, au moins sur ses pattes de derrière. Regardez la Timeria, avec toutes ses nageoires c'est bien un poisson. Et je n'irai pas faire du dinos un amphibien, même si lui possède un vrai poumon. Ah, voici Acanthostega, proche d'Ichthyostega. Et dis-moi, on le met où celui-là? Facile, parmi les amphibiens, il a des pattes et des doigts là, tu ne les vois pas? Facile, mais ce n'est pas aussi évident que tu le dis. Prends Panderectis, tiens. Il a un opercule mais une tête plate et pas de nageoire sur le dos comme un amphibien. Donc il vivait quand même dans l'eau? Sûrement, mais jusqu'à quel point? Certainement pas moins qu'un crapaud. Mais pour en faire un poisson, faudrait qu'on sache au moins. En attendant, mettons-le entre les deux, juste là, et puis on en rediscutera à l'occasion. Admets plutôt qu'on ne sait plus appeler un chat et qu'il saccage toutes nos belles cases. Et pour terminer cette séquence détente, voici qu'arrive le corps hydrodynamique d'un petit être au nom imprononçable, je crois que c'est Tiktaalik. Comme un amphibien, ses opercules sont devenus épaules et il n'a pas de nageoire sur le dos. Sa tête est plate, son crâne ornementé et son cou est long et fort beau. Par contre, il a des nageoires à rayons et semble donc avoir vécu dans l'eau. Oh mais attends, dans ses nageoires il n'y a pas que des rayons, il y a aussi des os, humérus, radius cubitus et même des doigts. Ça en fait un amphibien où je ne m'y connais pas. Ouais mais sa main est un peu comme celle de Panderectis, non? Du coup ça vaudrait peut-être la peine d'en faire plutôt un poisson. Vouloir classer Tiktaalik, c'est comme essayer de décrire une sirène. Est-ce que c'est un humain à nageoire ou un poisson à tête humaine? Les petites cases, c'est très pratique pour les espèces qui vivent encore maintenant. Mais dès qu'on regarde dans les fossiles, ils font un chausse-pied pour les faire rentrer dedans. Amphibien égale terrestre et poisson égale aquatique, c'est plutôt réducteur et franchement arbitraire. Avoir des pattes ou non ne présage pas de vos talents nautiques et ça ne sert pas forcément qu'à se déplacer sur Terre. Quand on termine avec des amphibiens à opercules, c'est que dans nos cases il y a de l'abus. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule? Non mais est-ce que t'as trop bu? Allez, joue le jeu. Alors l'espèce humaine, qu'en dirais-tu? À l'évidence c'est pas un poisson, alors je crois que c'est tout vu. En plus d'être assez mal adapté à notre cas, le mot amphibien est aujourd'hui passé de mode. C'est pourquoi pour réunir grenouilles et humains, on lui préfère le terme de tétrapode. L'homme est donc un tétrapode particulier sans queue ni tête plate ni dents labyrinthodon, car ces caractéristiques ont ensuite été effacées lors de la longue histoire de notre évolution.
La sortie des eaux nous raconte l'histoire de la séparation entre poissons et tétrapodes. Mais cette séparation n'est que dans nos têtes. En vérité, il s'agit bien d'un continuum. L'histoire de la sortie des eaux a commencé bien avant la première nageoire devenue charnue, il y a 420 millions d'années avec des poissons découverts récemment et encore très mal connus. Sans parler des empreintes aux doigts développés plus vieilles que Stenopteron en personne, montrant que tant de choses restent à révéler sur l'évolution des premiers tétrapodes. La sortie des eaux implique qu'il existe un avant et un après milieu aquatique, mais la vie grouillante sur les plages à marée basse rend cette limite purement théorique. La sortie des eaux, c'est surtout apprendre à gérer la perte d'eau de son corps, ou bien savoir se reproduire sans dépendre de l'humidité qu'il y a dehors. De ce point de vue, nous ne sommes pas tout à fait des êtres de sécheresse absolue, puisque notre corps demande qu'on l'abreuve de l'eau que l'océan ne lui apporte plus. Et comme amphibiens et poissons, nous nous développons dans un environnement aquatique, la fameuse poche d'eau dans le ventre de votre mère qu'on appelle le liquide amniotique. Vous l'aurez donc compris, nous avons tous en nous quelque chose d'un amphibien, car nous gardons en nous l'eau qu'il n'y a plus dehors, mais dont nous avons plus que jamais besoin.